Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et bien sûr, il y a des entreprises qui recrutent et d'autres qui retiennent dans un marché où les compétences peuvent changer, où les ambitions changent également de forme, les générations ne se ressemblent pas. La fidélisation est un art un peu difficile, un peu délicat dans l'entreprise, presque une alchimie. Alors comment comprendre, soutenir, donner du sens et parfois simplement écouter, car l'engagement ne se décrète pas, il se cultive dans l'entreprise, il naît d'un climat, d'une confiance, d'un style de management qui laisse respirer, reconnaître, progresser. Il naît aussi de ce pacte tacite entre le salarié et l'entreprise. Tu investis en moi, je m'investis en toi en retour. Nous en parlons de 10h à midi. Si vous avez des avis à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec nos invités que je présente très rapidement à l'antenne, nous sommes avec Lubna Gharbi, nous sommes avec Khalid Ben Ghanem, nous sommes avec Marim Hello. Alors, deux DRH, Lubna Gharbi, nous sommes aussi avec un ex-président de la GEF, DRH également, donc de longues expériences dans des institutions bancaires, dans un certain nombre d'entreprises. Donc on a pu voir toutes les générations passer. Et nous sommes avec Marim Hello qui est Business Coach, je le rappelle. Bonjour à vous deux, à vous trois même, ce matin exceptionnellement à la radio. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, hello. Ce matin, nous allons parler de la fidélisation des talents. Et c'est vrai que c'est quelquefois une mission délicate, voire presque difficile. Il faut de la motivation, il faut de l'engagement, il faut même une certaine volonté de l'entreprise et un soutien des équipes dirigeantes de l'entreprise. Alors, quand on a vu, entre guillemets, passer un certain nombre de générations, c'est une question qui se pose également de ce point de vue. Et j'ai peut-être l'impression, et c'est une observation qu'on fait, que c'était peut-être un peu plus facile auparavant qu'aujourd'hui. Lubna Gharbi. Tout à fait. En fait, vous l'avez bien dit, la fidélisation n'est pas, c'est pas un sujet exact, ce n'est pas une science exacte. On n'a pas la magie ni la recette magique pour ça. Et d'autant plus à travers les générations. Avant, on savait bien, je n'aime pas catégoriser ni stigmatiser, mais avant, dans les générations anciennes, à laquelle je fais partie d'ailleurs, en fait, c'était une fin en soi, avoir un travail, une stabilité, un regard clair sur notre carrière, et on ne cherchait pas ailleurs. Oui. Aujourd'hui, on roulait sa bosse. On roulait sa bosse complètement, et on se posait même pas la question. C'était naturel, tout à fait naturel, de travailler, de s'engager complètement sur de longues années, de se projeter dans la même entreprise pendant des années. Aujourd'hui, la donne a changé, on sait très bien, on est en pleine mouvance, tout bouge très très vite, que ce soit en termes d'organisation, de business model, de technologie d'ailleurs, et qui fait que les générations aujourd'hui réfléchissent différemment. Oui. Ont d'autres attentes que celles qu'on avait des besoins primaires. Bien entendu, et effectivement, ce qu'on peut observer, c'est que il est peut-être un peu plus difficile de retenir aujourd'hui les talents qu'auparavant. Et il y a d'autres choses qui sont attendues de l'entreprise quand on la rejoint. Et il y a toujours l'inquiétude de rater le coche ou de rater quelque chose. Effectivement, ceux qui rejoignent les entreprises aujourd'hui ont sensiblement un autre état d'esprit. Est-ce que c'est le constat également qu'on fait, Khalid Ben Ghanem? Oui, tout à fait. Je crois que le sujet est, en fait, parler de facilité ou de difficulté de retenir, je crois que c'est pas le mot exact, si vous permettez. En fait, c'est une adaptation aux différentes attentes des différentes générations, et c'est lié aussi à l'évolution du concept lui-même de talent. Voilà, on parle de la guerre des talents depuis la fin des années 90. Après, on a vu des évolutions. Il y a eu un moment où on ne parlait que fidéliser les talents, c'était fidéliser les potentiels. On ne voyait que les hauts potentiels qu'il fallait fidéliser, etc. Jusqu'en 2010 pratiquement. Après, c'est venu la transformation numérique qui a complètement changé les donnes. Et on est devenu à la recherche de nouvelles compétences. Et puis depuis 2020 jusqu'à 2025, on peut dire que c'est véritablement, au lieu que ça soit une guerre des talents, c'est une guerre des
compétences, c'est une guerre des nouvelles attentes, etc. Parce que les attentes sont devenues complètement nouvelles. Bon, le Covid est passé par là, le télétravail, vous savez, toutes les nouvelles ambitions des jeunes aujourd'hui. Le retour dans les lieux de travail, c'était un peu plus difficile. Mais certains, effectivement, même dans les recherches d'emploi, demandent à ce qu'il y ait 1 ou 2 jours de télétravail, est-ce qu'il y a du télétravail qui est possible. Oui, c'est des attentes nouvelles, et aujourd'hui, l'entreprise est obligée de s'adapter de toutes les façons. L'entreprise doit avoir, peut-être on va rentrer dans les détails plus tard, mais l'entreprise doit avoir évidemment un dispositif clair et transparent qui montre aux gens un petit peu comment c'est géré, comment on gère les talents, comment on les identifie d'abord, comment on les gère, comment on les développe. Et l'entreprise doit avoir en même temps, ce sont deux dimensions qui vont en parallèle, doit avoir une culture managériale qui montre aux jeunes talents qu'on est dans un management nouveau, dans un leadership nouveau, transformationnel, inspirant, motivant, etc., etc. Ce sont 2 volets principaux, on va dire, qui sont la base de la fidélisation, et on peut rentrer dans les détails. Alors, inspirant, motivant, Madame Hello. Ça me parle. Ça me parle parce que dans l'ère de la fidélisation des talents, en fait, dans les jeunes qu'on rencontre souvent dans les entreprises ou les managers qu'on accompagne, en fait, on accompagne 2 populations. À la fois les managers qui doivent développer une forme d'adaptabilité, une forme d'écoute, une posture qui soit pas forcément haute avec les jeunes générations qui arrivent, mais une posture de partenaire, et laisser les talents en fait s'exprimer. Développer la notion de plaisir, parce que les talents, ils sont dans une forme de quête de sens. D'ailleurs, tous les jeunes recrues, tous les potentiels qu'on rencontre, on les appelle les key players d'ailleurs, on n'aime pas les appeler les hauts potentiels, les key players, pour dire que pendant ce moment précis, en fait, ils sont importants, que ce soit en termes de business développement, en termes de posture, ils font le chiffre d'affaires, ils font grandir, ils sont innovants, ils sont créatifs, etc. Le seront-ils pour toujours? Ça dépend d'eux. Ça dépend comment on les encadre, ça dépend comment on les accompagne, ça dépend de l'évolution des marchés, ça dépend de la politique de la mobilité interne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, et dans toutes les organisations qu'on accompagne, c'est que les jeunes, de plus en plus, les jeunes et moins jeunes, Gen Z, Millennials, etc., ils cherchent à avoir un vrai impact dans la boîte dans laquelle ils appartiennent. Alors tout le monde va avoir un vrai impact. Et ça peut passer de différentes façons. Il y a la quête de sens, il y a la notion d'impact, et il y a la notion de positif. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a eu des études qui ont été menées en Europe, mais aussi au Maroc, je le constate d'une manière qualitative. On me demande souvent d'accompagner des gens dans la gestion du stress et de la pression. C'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que ça veut dire qu'on est devenu de plus en plus intolérant au stress? Est-ce qu'on ne le supporte plus? Est-ce qu'on ne le veut plus dans notre quotidien? Et du coup, on cherche les moyens à le réduire. Et il y a la notion de retenir les gens, justement, qu'ils restent d'eux-mêmes et avec plaisir. Donc, fidéliser, c'est pas retenir. On retient pas les gens malgré eux. Mais dans la fidélisation, il y a la notion de « il abrite ses bras ». Il y a de la place pour toi, il y a de la mobilité pour toi, il y a un plan de carrière pour toi, il y a des choses pour toi, et du coup tu restes avec plaisir. Bon, il y a des éléments objectifs qui sont le cas dans lequel effectivement, les conditions dans lesquelles effectivement le salarié va rentrer dans l'entreprise, et souvent quand c'est une jeune recrue, il faut faire ses preuves, et il y a malgré tout cette disposition-là, cette attente. Et puis il y a les attentes aussi du salarié. On a parlé de motivation et d'inspiration. Est-ce que l'entreprise crée un bon climat? Est-ce que ce climat, effectivement, on a la main dessus lorsqu'on est DRH? On est responsable des personnes qu'on recrute. Elles ont un état d'esprit, elles ont une façon d'être, d'interagir, et ainsi de suite, des façons d'être, essentiellement. Et qu'est-ce qu'on met, entre guillemets, dans la politique de l'entreprise, dans le management, pour rester inspirante et motivante de ce point de vue, Madame Harbi? En fait, toute la difficulté, tout ça me parle, ce que disait Myriam par rapport à... Je n'aime pas d'ailleurs le terme retenir, rétention. Il faut donner envie aux collaborateurs de rester dans cet environnement. Et toute la difficulté, en fait, le défi, c'est de créer un environnement propice. Un environnement où le collaborateur va se sentir bien, se sent valorisé, écouté, entendu. Et également performer, parce qu'on ne recrute pas juste, il faut dire les choses, et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut recruter
pour délivrer, pour vivre, pour s'engager lui aussi. Après, quand on va créer un environnement où le collaborateur se sent valorisé, où on lui explique, où on lui donne du sens à ce qu'il fait, à ce qu'il est en train de délivrer et sa contribution dans cette performance d'ailleurs collective, quand on lui donne un message clair, on lui explique, et d'où le rôle du leader. Le manager leader qui va expliquer où tout passe. On a beau mettre toutes les politiques RH en place, si le premier vecteur, et j'ai envie de dire le premier ambassadeur de cette politique RH, ça sera le manager qui va gérer son collaborateur en direct. Oui, parce que c'est une relation effectivement de proximité. Et l'état d'esprit dans lequel il va mettre on va lui mettre le pied à l'étrier, c'est très important. Effectivement, c'est un premier contact et on dit bien, on ne quitte pas une entreprise, on quitte pas un métier, on quitte un quotidien, et donc le quotidien, il est avec le manager direct. Oui, mais c'est souvent effectivement ce qui va infuser, c'est celui qui va infuser un certain climat, et ce climat peut être délétère comme il peut être entre guillemets favorable. Alors j'ai entendu une réticence particulière aujourd'hui au stress. Une réticence au stress. Alors, gestion de stress, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers ou de réticence à cela, et ce qui contraste avec la consommation de caféine et de nicotine dans les bureaux. Donc, c'est quand même un peu paradoxal. Je crois que le stress, tout comme d'autres indicateurs, c'est des choses qui doivent être identifiées et qui peuvent être identifiées à travers un certain nombre de dispositifs dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise déjà qui écoute ses salariés, qui les observe, qui a des outils tels que tout ce qui est enquête d'engagement, etc., avec les différentes dimensions. Et dans les dimensions, on a bien entendu la rémunération, le développement, etc., mais on a une partie importante qui est au bien-être. Exact. Dans laquelle on écoute les salariés et on fait par la suite le traitement et on fait un plan d'action, etc. Donc c'est une action comme une autre. Maintenant, dans cette question de management, effectivement, je pense à un truc, la culture de management. On a constaté ces dernières années dans plusieurs grandes entreprises l'appellation DRH même qui devient People and Culture. Donc on commence à lier effectivement le changement culturel au sein de l'entreprise à la fonction RH à travers tous les dispositifs RH que l'entreprise met en place. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut construire et concevoir des outils pour identifier, pour développer, pour accompagner ces jeunes dans l'entreprise, mais il faut qu'en même temps, le leadership suive, que le management suive. Il faut que tous les managers gèrent de la même façon sur la base de quelques règles qui ont été établis et développés par l'entreprise, parce que moi je me rappelle il y a un certain nombre d'années, vous aviez des jeunes qui disaient non, je ne veux pas travailler avec ce manager, oh tu as de la chance, tu travailles avec X, etc. etc. Parce que même le concept de management n'était pas géré de manière à harmoniser un petit peu les pratiques sur la base d'une expérience, sur la base d'une veille sur les attentes des jeunes, sur la base d'une écoute à travers les différents dispositifs qu'il y a dans l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'on peut identifier et c'est comme ça qu'on peut être toujours anticipé. Parce qu'un jeune, quand il décide de quitter, ça y est, il a quitté dans sa tête. Donc il faut qu'on anticipe et il faut qu'on l'écoute pendant qu'il est en exercice. Il faut qu'on mette en place des plans d'action qui répondent aux aspirations des différentes catégories dans l'entreprise. Et est-ce qu'on y parvient à retenir? Si je peux rebondir juste sur le point de Khalid, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Diel, et en plus cette jeune génération et ses collaborateurs s'expriment de plus en plus. Absolument. Effectivement, et c'est pour ça que dans beaucoup de boîtes aussi, on essaie d'harmoniser les pratiques managériales. Le sujet de l'harmonie à l'âge, parce que ça crée des sujets pour les DRH et ça crée des sujets pour les managers. Pourquoi moi je suis avec tel manager qui est patriarcal, paternaliste, conservateur, tout ce qu'on veut, chacun peut l'appeler à sa façon, et l'autre, il a le manager sympa qui lui fait confiance, qui l'autonomise, qui le responsabilise, qui lui confie des responsabilités, etc. En fait, la question du rôle modèle, elle revient souvent dans les sujets de fidélisation. Dans l'organisation, nous inspire ou pas. Et je te jure, c'est un sujet récurrent. J'ai envie d'évoluer dans cette boîte. J'ai envie de prendre des responsabilités. Ou j'ai pas envie d'être un manager, ou d'être un manager comme j'ai été managé. J'ai envie de manager différemment. Donc, quand les managers se rendent compte
et تما كيفاش les collaborateurs acceptent plus de responsabilités, acceptent l'évolution. Vous allez manager à votre propre façon. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller la façon dont هذا علاش. Je sais qu'il y a une question de normes, de process, de delivery, de performance, etc. ولكن كل واحد يوصل لها. On n'est pas toujours obligé d'y arriver avec la manière dure. On peut y arriver avec une manière créative, avec une manière douce, بالضحك شوية. Ça n'enlève rien. C'est pour ça que j'ai parlé de plaisir في الأول. Ces jeunes sont sensibles à la notion ديال تنخدموا mais en même temps, il faut que le cadre pas dans la contrainte. Oui. Moi, j'ai entendu Loubna Rabbi parler du manager leader. Et c'est vrai qu'il y a différentes façons, entre guillemets, d'inspirer. Et c'est très difficile d'inspirer loin de ses qualités naturelles. Et effectivement, quand la société essaie d'harmoniser, c'est sur quelle base qu'on essaie, entre guillemets. Parce qu'on y est très rapidement venu à cette question du manager. Parce qu'elle se pose presque immédiatement lorsqu'on pense à la fidélisation, à l'engagement des salariés dans l'entreprise. Oui, et d'ailleurs je vais profiter pour rebondir sur ce que disait Marine par rapport à, disons, ce que j'appellerais moi une charte de pratique managériale. C'est ça. Mais ce n'est pas toujours facile à appliquer. Pas facile parce que et comme le dit si bien, c'est pas des prototypes. Chaque manager fait appel à des qualités d'abord intrinsèques, des qualités humaines qu'on peut pas évidemment on apprend, on donne les outils et on accompagne ces managers-là. D'ailleurs, il faut les accompagner pour mener à bien leur mission, ce qu'on attend d'eux, parce que c'est pas simple au quotidien de gérer des équipes, de les motiver, de calibrer cette notion de stress. C'est le manager qui est en mesure de savoir si tel ou tel collaborateur est en surcharge ou pas. Et donc, c'est un rôle et c'est une posture qui est très très compliquée, qui n'est pas du tout simple. C'est très délicat parce qu'il faut être juste, il faut être ferme, il faut être à l'écoute, il faut garder parfois une certaine distance. Ce sont souvent effectivement des aspects humains, des qualités humaines qui sont retenues. Et parfois le manager il est promu ou il est nommé en fonction des compétences qu'il a, mais des compétences quelquefois techniques. Alors c'est le cœur du sujet effectivement, parce que en fait quand il y a des dispositifs dans l'entreprise qui sont bien bâtis, bien clairs, etc., et transparentes, même ce manager n'aura pas la responsabilité de manager une équipe s'il n'a pas les compétences. Ça veut dire que lui-même il a été évalué sur la base de ses compétences techniques certes, qui sont importantes, mais aussi de toutes les power skills dont il a besoin pour gérer une équipe, pour déléguer, pour animer, etc. Donc, à la base déjà, la promotion doit être faite sur des critères objectifs et complets. Et par la suite, comme dit Madame, ce manager doit être accompagné également. Il y a maintenant toutes les grandes entreprises ont surtout avec la formation en ligne, donc ils ont des modules obligatoires même. Pour les managers. J'ai vu dans des entreprises des modules qui doivent être réussis pour passer même d'une catégorie à l'autre. Même dans le cadre de la promotion, il faut avoir tel module, etc. pour maîtriser tel aspect. Et bien sûr, qui est validé par une appréciation de son supérieur lui-même. Est-ce qu'il fait ça sur la base de gestes réels, etc., etc. Donc ça fait partie de la formation et de l'accompagnement des gens. C'est pas évident, certes, mais c'est quelque chose qui doit être fait par l'entreprise, encore une fois, dans les efforts de mise en place de cette culture managériale. Oui, mais souvent ce sont effectivement les grandes entreprises qui n'ont pas nécessité beaucoup de managers et ainsi de suite. C'est effectivement en fonction pyramidale. Madame Mahmoud, tu souhaitais réagir? Oui, effectivement. Faut faire attention à cette dimension en ligne, juste je rebondis, parce que le manager a l'obligation de créer le lien avec ses équipes. Et on a vu malheureusement avec le Covid ces dernières années et des entreprises qui mixent entre le télétravail, le présentiel, etc., que le lien, parce qu'on parle de fidélisation. Comment on peut faire de la fidélisation s'il n'y a pas de lien qui est créé? Comment on peut faire de la fidélisation s'il n'y a pas, que ce soit des SMS, des réunions, un café, un déj? Bien sûr que Badr n'a pas besoin du même lien que Loubna, n'a pas besoin du même lien que Khalid. Mais quand le manager a dit je vais donner une demi-heure par semaine, le Badr, Loubna ou Khalid, alage. Peut-être que Loubna est très autonome et très indépendante, elle a besoin de me voir toutes les 2 semaines, et c'est tant mieux. Et peut-être que Khalid a besoin de 5 minutes par jour. Elle dit que la demi-heure, on fait 5 minutes par jour. Et c'est hyper important, c'est pour ça que les managers, oui, on ne les photocopie pas.
on les duplique pas, on fait pas des copier-coller, mais il faut par contre les accompagner à être super adaptatifs. Alors nous, pour fidéliser nos auditeurs, nous avons effectivement nos conversations, on programme nos émissions et puis la respiration musicale qu'on annonce, les informations très rapidement, et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous, pour la suite de notre émission des experts, consacrée ce matin à la fidélisation des talents dans l'entreprise, nous sommes avec des invités que je présente très rapidement, Lubna Gharbi, nous sommes avec Khalid Benranem, nous sommes avec Maryam Lhlou, et effectivement, nous évoquions le rôle du manager, et de ce point de vue, il n'y a pas nécessairement un moule, pour autant il y a des qualités, des qualités humaines, entre guillemets, qui permettent au manager d'avoir une certaine proximité, de créer un certain climat qu'on va qualifier, entre guillemets, d'un climat, propice à ce que les uns et les autres puissent rester dans l'entreprise longtemps, si possible. Lubna Gharbi. Effectivement, donc on parlait juste avant la pause de ce rôle du manager ou de manager leader qui va avoir plusieurs casquettes en fait, casquette de coach, de régulateur, d'inspirant, de donner en fait le cap, de donner de la lisibilité et de suivre au quotidien ses collaborateurs. Et on disait tout à l'heure, et Marie me disait, il y a autant de collaborateurs que de différenciation de différentes manières. Il y a un collaborateur qui a ce besoin au quotidien d'être écouté, qui a besoin d'être drivé par son manager, ne serait-ce que par 5 minutes, 10 minutes au démarrage de sa journée. Et on a d'autres qui n'ont pas besoin, et des collaborateurs qui sont totalement autonomes et qui peuvent très bien gérer leur mission sans pour autant avoir besoin de ce contact au quotidien. Et la difficulté du manager, justement, c'est vraiment cette compréhension totale et cette capacité à s'adapter à tout un chacun. Oui. C'est vraiment une capacité d'adaptation et d'agilité dans la manière de gérer effectivement, il s'agit de se faire accepter, d'avoir de l'autorité sans pour autant être perçu comme étant autoritaire. C'est quelque chose de délicat. Alors, nous évoquions tout à l'heure les process qui peuvent être mis en place par les entreprises qui consistent simplement à amoindrir le risque, à ce que effectivement un manager puisse ne pas être à la hauteur. Bon, de ce point de vue, quels sont les procédés ou quels sont ces process qu'on va mettre en place, sachant que les qualités sur lesquelles on va juger une personne en tant que leader peuvent être extrêmement variées. Certaines est extrêmement dans l'empathie et l'écoute, une autre personne a beaucoup de compétences et une aura qui fait qu'elle a une forme d'autorité naturelle. Il y a beaucoup de qualités humaines qui font que, entre guillemets, certains vont assumer convenablement leur mission de manager. Khalid. Oui, tout à fait. En fait, même quand on prend si on veut prendre la liste des soft skills ou des power skills ou qualités humaines, on appelle comme on veut, ce n'est jamais une liste exhaustive. Donc, il y a des choses qui sont basiques, effectivement, et qui sont importantes, et qui sont même vérifiées ou observées au moment de la promotion de quelqu'un pour lui donner le rôle déjà de manager. Est-ce qu'il a ses compétences? Et bon, dans les comités de direction et les comités de carrière, il y a des discussions souvent sur ces aspects. Souvent, on est sûr que la personne a toutes les qualités techniques pour prendre un poste, mais on discute surtout de ces aspects humains, de quelques exemples de comportements qu'il a eu avec X, Y, etc. Est-ce qu'il est un bon animateur? Est-ce qu'il délègue bien? Est-ce qu'il motive bien? Est-ce qu'il est inspirant? Est-ce que déjà il gère par l'exemple? Et manager par l'exemple, l'exemplarité est quelque chose d'important, donc par rapport à ses collaborateurs. Donc c'est un élément qui est important. Le dispositif que l'entreprise peut mettre en place en dehors de cette identification des power skills au départ, ce sont évidemment toutes les formations qui peuvent être données, mais surtout dans le cadre de la culture leadership, la culture managériale que l'entreprise met en place, c'est quelque chose qui doit venir très souvent. C'est des discussions qui viennent très souvent dans les différentes réunions, et c'est toujours l'exemplarité est quelque chose d'important. Deuxième élément, c'est qu'on identifie les lacunes entre guillemets ou les problèmes que le manager peut avoir, d'abord à travers l'évaluation qu'il a directement avec son supérieur, et puis à travers aussi le résultat des différentes enquêtes d'engagement
de l'écoute des gens, etc. Les gens qui peuvent s'exprimer sur... Parce que dans les dimensions d'une enquête d'engagement, il y a plusieurs dimensions, et qu'on détaille par des questions, etc. Après, qu'on peut analyser par démographie, que ça a l'âge, l'ancienneté, etc. des gens. Dans ces dimensions, on a la dimension rémunération, la dimension formation, mais on a la dimension management et leadership aussi, dans laquelle on pose un certain nombre de questions. Mon manager me laisse une marge de manœuvre pour ceci, mon manager me donne ceci, il m'informe sur ceci. Bon, évidemment, il ne faut jamais prendre ça, c'est du déclaratif, mais c'est des choses qui peuvent être recoupées entre différentes personnes, etc. Et ça donne aussi, quand on analyse les résultats, on donne le feedback au manager et on bâtit un plan d'action pour essayer de corriger quelques éléments ou de peut-être même de faire prendre le manager plus de conscience sur l'importance de ces aspects. Alors, Malim Helou, le bon manager, et effectivement les différentes façons qu'il a possiblement d'inspirer ses équipes. Parce que souvent, on le disait en début d'émission, on quitte le mauvais manager. Ou en tout cas celui qui va faire preuve d'un certain type de comportement qui quelquefois sont discutables et quelquefois discutés longuement et des jours et parfois des mois après dans les couloirs de l'entreprise. Moi je te dis, Badr, très honnêtement, j'étais un manager médiocre dans le début de ma carrière. On ne n'est pas un bon manager, on le devient. On fait des erreurs de casting, des erreurs de jugement. La première erreur que fait un manager à mes yeux, c'est qu'il estime que les personnes qu'il manage doivent faire le job exactement comme lui. C'est quand on est jeune manager et qu'on n'a pas été forcément formé, parce que ce que dit Khalid et Loubna, c'est alhamdoulilah, ta'allamna entre guillemets au fur et à mesure de la carrière, mais avant, mais je te parlais de même à mon époque, on formait pas forcément les managers à devenir des managers. Ils étaient promus pour leurs skills, ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, ils apportaient une plus-value, les flux marketing, les flux finance, les flux commercial, mais sincèrement, maintenant, un programme d'accompagnement pour devenir des managers. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Ils nous traitaient exactement comme eux. D'abord, à l'ASS, on a un tableau Excel en 1 heure ou 2 heures, où tu dis, en 10 minutes. Mais elle s'en malheureusement. Mais toi, en 10 minutes, pourquoi? Parce que tu as l'effet d'expérience. Tu es très rapide, mais c'est normal. J'ai pas le flair, je peux faire des erreurs, etc. Et de la même façon, quand j'ai été manager, justement, j'ai pu malheureusement répéter certaines erreurs. Et j'ai pu me dire, ils vont faire exactement comme moi. Moi, j'appelle les clients de cette manière, ils vont appeler les clients de cette manière. Moi, je rédige en 5 minutes, ils vont rédiger en 5 minutes. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des qualités qui doivent s'apprendre, et alhamdoulilah, qui s'apprennent dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de bonnes pratiques pour devenir un manager. Et ce qui revient aujourd'hui, que je suis passée de l'autre côté de la barrière, qui est un côté plus facile, dans un certain sens. Un côté plus facile, ce qu'on remarque avec l'approche méta, c'est que oui, il y a les aspects de rémunération et de reconnaissance qui sont un why majeur. J'allais te dire que les entreprises, dans un contexte hyper compétitif, doivent apporter. Non, mais d'autant, on ne va pas le mettre c'est un why majeur de la fidélisation. Il y a d'autres pourquoi, d'autres why. C'est Simon Sinek qui disait il faut toujours commencer par le why. Pourquoi on reste? Pourquoi les gens restent? Les gens restent pour la rémunération, la reconnaissance, parce que leur boîte a très bien compris qu'elle doit s'aligner, voire pour retenir ses meilleurs, entre guillemets, elle doit jouer cette carte-là. Mais ensuite, l'entreprise, qu'est-ce que je gagne au quotidien? Je grandis pas. Ou là, je stagne. Mais je stagne depuis 2 ans, j'apprends plus rien. Je me dis, oulala. Soit ils vont trouver un truc pour eux, et il y a ce devoir-là, toutes les entreprises, elles nomment les enquêtes engagement. Donc, les managers qui sont proches, quand ils entendent que certains salariés s'ennuient, ou là, j'ai fait le tour de la question. Mais ils ont fait le tour de la question, ça veut dire qu'il y a un why personnel qui n'est plus adressé. Je ne grandis plus, je ne crois plus, j'apprends plus. Qu'il est émotionnel. La culture j'allais dire mes valeurs et les valeurs de la boîte dans laquelle je suis, ils sont compatibles ou pas. Et il y a des gens qui quittent parce que non, je ne me reconnais pas dans la culture de la boîte. Alors qu'ils avaient le salaire, ils avaient la rémunération, ils avaient la reconnaissance, il y avait le plan de carrière. Mais sur le plan émotionnel, l'environnement ne me convient pas. Je ne me retrouve pas. Ça, on peut penser immédiatement à beaucoup de témoignages qui peuvent venir en tête. Des gens qui disent on a considéré, il y a un manque de
rigueur, où on se permet certaines choses qu'on n'est pas censé se permettre. Et il y a beaucoup d'exemples qui vont venir à l'esprit. Une petite réaction par rapport à ce que dit Marie, mais ce qui est vrai, avant, on ne donnait pas beaucoup d'importance à ces aspects de qualité de management, de leadership, etc. Pourquoi ? Parce que c'était même pas une attente des gens. Oui, c'était dans la culture des gens. Les jeunes, nous, quand on a été recrutés, c'était vraiment le chef, c'est le chef, etc. La décision est très hiérarchique. Il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de ceci, etc. Les pères avaient plus d'autorité. Au fur et à mesure, la nouvelle génération a aujourd'hui d'autres exigences. Les jeunes aujourd'hui veulent être informés, veulent être impliqués. Tu as la transparence. Tu ne peux pas leur dire fais-moi ce travail sans qu'ils sachent à quoi ça va servir, etc. Donc du coup, le manager est obligé de s'adapter à ces attentes pour pouvoir bien communiquer avec eux. On peut faire le parallèle avec en fait la manière avec laquelle on a été éduqué et la manière avec laquelle on éduque nos enfants. Avant, c'était la parole des parents et du père, elle est indiscutable. On ne va pas discuter ni argumenter pourquoi tu me demandes de faire ceci ou cela. Aujourd'hui, nos enfants discutent tout. Il faut tout argumenter, il faut être convaincu, il faut convaincre. Donc, j'ai envie de faire ce parallèle en fait. Mais c'est absolument vrai, parce que c'est vrai qu'il y avait un autre rapport à la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose d'observable, absolument. Alors, sur ceux qui vont quitter l'entreprise parce que leurs valeurs ne sont pas respectées ou ils ne s'y retrouvent plus, est-ce que c'est vraiment un cas qu'on observe ou très observable dans les entreprises? Alors, moi, j'ai pu, en discutant avec les uns et les autres, voir des personnes qui ont pu démissionner parce qu'elles avaient l'impression que dans le cadre dans lequel elles travaillaient, effectivement, il n'y avait pas la rigueur nécessaire, ou quelquefois on a jugé certaines personnes ou peu ambitieuses ou trop ambitieuses, entre guillemets. Ce sont des retours, et c'est quand même une subjectivité qui va amener une décision qui n'est pas anodine, de démissionner, de quitter, de chercher ailleurs. C'est pas une petite décision, et pourtant, effectivement, j'ai l'impression que aujourd'hui, certains la prennent beaucoup plus facilement qu'auparavant. Si je peux, tu sais, quand on parle de l'environnement et de la culture, on est sur un registre très émotionnel. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que le salaire ne peut pas acheter. Il y a des choses que les bonus ne peuvent pas acheter. Mais celle-là, justement, et pas que les jeunes. Moi, j'ai connu des gens de ma génération, tu vois, la quarantaine, qui te disent, moi, on me fait pas confiance dans ce job-là, où là, on me micromanage. Il y a des sujets liés à la confiance et au respect, qui sont des valeurs fondamentales pour beaucoup de gens, qui reviennent très, très souvent. J'ai besoin qu'on me fasse confiance pour délivrer. Ouais. Si je sens, si je sens qu'on me cache des choses, tire les informations, ils ne partagent pas toutes les informations avec nous, du coup on ne sait pas à quoi ça sert, etc. Donc c'est vrai que le management bienveillant qui est fondé sur le respect et la confiance, alors, il donne des ailes à beaucoup de collaborateurs. Et s'ils ne le trouvent pas, moi je parle d'une partie, parce qu'on a dans d'autres émissions analysé les personnalités, et c'est une partie des personnalités de l'entreprise qui ont besoin de ça. Donc c'est un critère émotionnel, mais c'est un critère qui est au cœur de l'engagement, moi je trouve. Oui, et le code du travail est ce qu'il est. Il est difficile de dégrader une personne, et si on se rend compte qu'une personne n'est pas bienveillante et qu'elle est au contraire malveillante, effectivement c'est difficile de rectifier le tir quand on a la responsabilité des ressources humaines, Lubna Harbi. Effectivement, c'est le sujet très compliqué et complexe. Donc c'est la partie la moins facile, et parce que ça appelle à l'humain, même si on se rend compte que on va faire le constat que le manager n'est pas bon dans la manière de gérer. Il est dans le micromanagement, il infantilise, à la limite, il peut aller jusqu'à infantiliser ses collaborateurs. Le tout est aujourd'hui, évidemment, la solution facile et la plus radicale, c'est d'arrêter et de lui dire mais c'est pas toujours ça. Mais on peut pas le faire tout le temps. On peut pas le faire tout le temps, et on va pas le faire. Une entreprise qui se respecte, qui a des valeurs certaines qu'elle a justement affichées et qu'elle incarne, se doit d'accompagner ce manager lui-même qui peut-être ne savait pas, justement parce qu'on l'a pas outillé pour, et on va le reprendre. Et il y a des manières de reprendre un manager qui doit absolument incarner les valeurs de l'entreprise, à commencer par la bienveillance, l'empathie, l'accompagnement, le coaching. Donc il va falloir l'accompagner pour bannir ce type de comportement. Mais la difficulté, c'est que la formation, ça suppose qu'une personne soit dans la bonne volonté.
Et une personne qui considère, entre guillemets, que elle est dans un terrain hostile, c'est un état d'esprit qu'il est difficile de changer parce qu'on a vu des diapositives ou qu'on a pu faire quelques modules. C'est difficile de changer un tempérament. Quelquefois des natures qui, entre guillemets, ont des aspects qu'elles doivent peut-être régler avec elles-mêmes. Khalid Mourano. Moi, je reviens juste, si vous permettez, à cette notion de facilité de départ, qui devient, vous avez posé, c'est une question effectivement importante. Pourquoi des gens peuvent quitter plus facilement que d'autres? En fait, encore une fois, c'est lié aux attentes et aux exigences de la nouvelle génération. Aujourd'hui, les jeunes veulent absolument qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de l'équité, et qu'il y ait du respect des engagements. Et très souvent, on a vu des gens partir parce que c'est parce qu'on m'a promis, je ne pensais pas que c'était comme ça, etc., etc. Et puis l'équité pas seulement salariale, bien entendu. Enfin, l'équité, ça veut dire être traité comme les autres au niveau salarial, au niveau informationnel, au niveau implication, au niveau formation, etc., etc. Ce sont les éléments qui peuvent aujourd'hui pousser un jeune à partir. On parle de talent, donc ça veut dire qu'il peut trouver ce qu'il cherche ailleurs, parce qu'il y a aussi de la compétition et toutes les grandes entreprises commencent à être véritablement conscientes de cette problématique et à bien traiter depuis le recrutement, l'onboarding, la formation, etc., parce que recruter, ça coûte cher aujourd'hui, ça coûte très cher, donc quand on forme, etc. Donc il faut vraiment essayer de garder les gens après, quand on a fait des recrutements sur la base des profils recherchés, etc., et les intégrer le plus rapidement possible. Oui. Il y a parfois effectivement des castings, et quelquefois, ils ne sont pas que très heureux, Madame Hello. Je m'attendais pas à cette question. Non, c'est forcément il y a des castings qui sont pas très heureux parce que c'est pas une science exacte. Pour reprendre les propos de Loubna, j'ai vu des salariés, des collaborateurs passer même par 4-5 rounds d'entretien, plus des tests psychométriques de recrutement. Il y a des gens qui jouent le jeu et qui ont un masque et qui portent le masque, mais c'est le réel. Une fois qu'ils sont dans des situations réelles de gestion d'équipe, de gestion d'eux-mêmes, de gestion de la pression, de gestion du livrable, c'est peut-être un désastre. Que Tibalek qu'il y a un souci. Mais on peut pas, après avoir fait tout ce process-là, on a mobilisé les gens, on a formé Adexid ou l'Adexid, on veut pas juste, on se dit, il faut l'accompagner jusqu'au bout parce qu'on a dépensé de l'argent sur cette personne-là. On a investi du temps et des choses, et même des choses non monétaires, entre guillemets. Mais la question intergénérationnelle se pose. Ça serait une erreur de se dire, non, c'est un effet de mode. Non, ils sont, franchement, les jeunes collaborateurs aujourd'hui, moi je les admire sur beaucoup de qualités, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils ont pas beaucoup de patience. Mais ça aussi, l'environnement les l'environnement les donc les causes différentes produisent des résultats différents. Et du coup, mais il y a des choses qui restent. Maintenant, moi je le remarque aussi, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont quitté, par exemple, des cabinets, des petits cabinets, pour parler de la dimension conseil aussi que je connais bien. Le cabinet de conseil, il n'est pas très connu. Avec la notion de prestige ou la stabilité, on a l'impression que c'est très instable, c'est très volatile. Et donc il y a des gens qui vont rechercher le prestige, la fameuse marque employeur. Moi, je veux rentrer parce que pour ma famille, tu comprends, j'ai fait des très bonnes études, je me compare avec mon voisin qui est embauché dans telle boîte hyper prestigieuse. Ma mère, elle m'a parlé, elle m'a dit, de la boîte que personne ne connaît, etc. Donc, le capital d'attractivité des grandes entreprises qui est très puissant, et c'est un facteur de fidélisation puissant. Les autres facteurs. Parce que ça, c'est un facteur qui automatiquement pénalise les petites entreprises versus les grandes. C'est-à-dire, ils attirent les talents. Je rebondis. Mais comment... Oui, bien sûr. En fait, c'est très, très juste. L'attractivité, elle est là de par la marque, l'empreinte de la grande entreprise, etc. Après, il y a le sujet de la cohérence vécue. Exact. Il arrive, il est dans une grande entreprise avec toutes les valeurs affichées, avec toutes les possibilités, avec la visibilité, les carrières et tout ce qui va avec. Mais s'il ne trouve pas ça, donc en fait la magie n'opère plus et la promesse n'est pas tenue. Donc c'est vraiment la notion de cohérence vécue. Il faut être cohérent.
content avec ce qu'on On est déçu à mesure que des attentes. Oui, du différentiel entre les attentes qu'on s'est figurées dans son esprit et la réalité quelquefois très triste qu'on peut constater sur le terrain. Et c'est à cette aune-là que les déceptions sont violentes. Alors, Malim Hayoub, moi j'attends toujours comment réagit-on à un mauvais casting? J'ai vu des réactions diverses et variées. Bien sûr qu'on donne... vous savez, la plus difficile, entre guillemets, si le manager ou le leader est très bon techniquement et réalise tous les objectifs business, est très mauvais humainement, et là, j'ai vu des DRH et des DG qui disaient mais je peux pas le sacrifier, je ne peux pas. Il fait du chiffre. Mais en même temps, donc moi j'ai entendu beaucoup de gens dire ils vont se former. Alors, les harbiyin, entre guillemets, il y a des guerriers, il y a des mercenaires absolus, les boss les plus difficiles. Kainin, ça existe. Kainin, ils disent ansbar. Elle a les problèmes de respect. Ansbar, ou là, je veux prendre sa place dans quelques années. Il y a des gens sbara. Il y a des gens qui te disent, ben non. On n'a pas signé pour ça. Il est bon techniquement pour lui. Il reçoit des bonus pour lui. Il est bon pour lui. On aimerait travailler dans un environnement bien, convivial. Et donc, bon, c'est sûr que si on voit énormément de turnover, on va le convoquer, on va poser des questions. Un goulolé, écoute, tu as besoin d'être coaché individuellement. Est-ce que tu te rends compte? Bien sûr qu'on l'accompagne. Walini, s'il est très très bon techniquement, on va toujours faire en sorte pour le garder et le modifier, le changer dans la mesure du possible, ou là lui donner peut-être, faire de la mobilité, lui donner moins d'exposition à l'humain et plus de... Mais là on ne voit que le court terme. Mais on voit le court terme. Parce que s'il n'assure pas non plus une relève, s'il ne forme pas les gens, les successeurs, etc., il n'aura pas joué son rôle de leader. Là où ça on l'a vu. Tu sais, j'ai accompagné des dirigeants dans des coachings individuels et je le dis sincèrement, il y a des coachings njhou, il y a des coachings manjhouch. Parce que dans une relation de coaching, il y a deux parties prenantes. Il y a de la volonté du coaching. Oui, et s'il y a une réticence par principe à ces notions de bienveillance et ainsi de suite qui sont perçues comme quelquefois de la niaiserie ou quelquefois comme étant simplement un effet de mode, c'est au mieux, effectivement, la personne ne sera pas réceptive. Peut-être faut-il opter pour des musiques d'ambiance, ça peut détendre les mœurs. Je vais en profiter pour annoncer la respiration musicale et on se retrouve dans quelques instants. En tout cas, on va rester à l'antenne jusqu'à midi. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les faire entendre toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous nous intéressons spécifiquement à la fidélisation des talents, des salariés de façon générale. Nous sommes pour parler de notre thématique avec 3 invités sur le plateau. Nous sommes avec Malim Hayoub, nous sommes avec Khalid Benranem, nous sommes avec Lubna Gharbi. Et effectivement, il y a un rôle des directions des ressources humaines. Elles sont quelquefois muselées. Mais quelles sont les marges de manœuvre qu'elles peuvent avoir, entre guillemets, pour instaurer le climat propice à ce que les uns et les autres puissent passer le maximum de temps, parce qu'effectivement un recrutement c'est du temps, c'est de l'argent aussi qui est dépensé par une entreprise pour trouver les personnes adéquates. Quelles sont les marges de manœuvre entre guillemets des ressources humaines, d'autant que quand on travaille dans les grandes entreprises, il y a une question de masse. Ce sont tout de suite et immédiatement les grands nombres entre guillemets. Effectivement, quand on est à la tête des ressources humaines, on gère des équipes innombrables ou considérables. Khalid Benranem. Oui, enfin, pardon, marge, c'est dans les perspectives et dans la responsabilité de la RH avec les autres collègues managers, bien entendu, parce que c'est des choses qui se discutent en comité de direction et dans la mesure où ça rentre dans le cadre du plan, ce qu'on appelle le People Agenda, dans le plan RH global, qui est issu des aspects stratégie, évolution, business, etc., mais qui se base aussi sur tous les éléments terrain, toutes les remontées, des enquêtes, etc., etc. Et donc c'est une responsabilité de la fonction RH qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des fonctions qui devient stratégique parce que c'est une fonction qui doit anticiper un certain nombre de choses. Donc ce n'est plus la direction des ressources humaines qui exerce le quotidien et qui fait de l'administration courante, etc., mais dans l'anticipation, dans l'élaboration des plans d'action qui sont basés sur des études internes, sur du benchmark aussi. C'est important que la RH doit avoir une vue sur l'extérieur, dans tous les aspects, pas seulement de la rémunération, mais avoir
avoir une veille sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux concepts managériaux, etc., etc. Et c'est à partir de là qu'elle bâtit les éléments de sa culture managériale qui vont être déployés dans les différentes actions. Oui, effectivement, c'est quelque chose, entre guillemets, dès le recrutement, les ressources humaines sont immédiatement impliquées. Il y a un certain type de profils qui sont, dès le départ, quelquefois privilégiés. Alors, effectivement, le rôle, l'entrée dans l'entreprise passe bien sûr par la case recrutement. Donc, qui dit recrutement, sélection, on parlait de casting, le bon casting. Donc, la première responsabilité est celle-ci, c'est vraiment d'aller chercher le bon candidat pour la bonne fonction. Et avec le bon manager. Donc c'est pas une équation toujours facile. Donc on passe par cette période et il faut assurer justement toute ce chemin qui soit fluide jusqu'au moment où le candidat est transformé en collaborateur et il vit au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est pas simple. Il faut se doter des moyens, de telle manière à se rapprocher le plus possible du bon candidat pour la bonne fonction et le bon métier. C'est clair que nous avons un certain nombre d'outils en possession de tous les RH. Aujourd'hui, c'est des processus qui sont digitalisés, mais l'humain a son rôle. Et moi, je suis fervente défendrice je défends complètement cette notion il y a de la subjectivité, mais étant donné que nous avons des outils entre nos mains pour qualifier telle ou telle compétence, mais il faut ce jugement et cette appréciation de l'humain, pas que de la RH, bien sûr le rôle premier est la RH, mais nous avons des responsabilités mixtes avec le manager lui-même, donc qui va recruter et avec l'entreprise. En fait, juste pour préciser, quand on parle de ces qualités humaines ou de ces compétences humaines, comportementales, etc., la responsabilité de la RH est dans la mise à disposition des différents dispositifs RH pour justement l'implantation de ces pratiques. À partir des différentes fonctions de la fonction RH, dans le recrutement, il faut qu'elle veille à ce qu'il y ait ces aspects, à ce que ces qualités humaines existent dans les entretiens de recrutement, etc. À ce que ces power skills existent chez les candidats. Quand elle fait de la formation, donc c'est de la formation sur ces éléments qui va être déployé, qui va être organisé. Quand elle conçoit un système d'appréciation ou d'évaluation des performances et des compétences, évidemment, il faut qu'elle intègre ces éléments. Est-ce que ces aspects power skills sont évalués et comment ils sont évalués? Est-ce qu'il y a des niveaux d'évaluation, des niveaux etc., etc. Donc, dans les différents dispositifs que met en place la fonction RH, ça doit être intégré et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, people et culture. Donc, la culture managériale, etc., doit exister dans les différents aspects que met en place la fonction RH et qui sont déployés, qui sont d'abord échangés construits avec les différents managers, mais qu'on forme aussi les managers à les appliquer et c'est ce qui fait un tout global pour ces aspects. Oui, mais effectivement, il s'agit aussi de convaincre le comité de direction et effectivement, dans certaines entreprises, on va opter pour la promotion d'interne, dans d'autres entreprises, on va opter pour le recrutement de personnes qui ont déjà un bagage et une expérience et qui ont fait leurs preuves. Il y a différentes façons de procéder pour avoir un certain climat, Madame Hello. Oui, vraiment je suis d'accord quand j'entends effectivement les deux invités, Loubna et Khalid, parler, c'est qu'un très bon onboarding, quand on fait un très bon recrutement, on doit être vigilant à une très bonne intégration. Parce que si on n'est pas vigilant à la très bonne intégration, on rate le coche de départ. Dès que la première impression est toujours la bonne, et elle marque les esprits. Même dans le recrutement. Et la fidélisation des salariés, il y a une enquête qui a été menée, moi qui m'a fascinée, on fidélise mieux ceux qui ont bénéficié d'un bon onboarding. On les fidélise plus facilement. Parce que ça sera quelque chose qui est marquant. Après, effectivement, il faut voir des plans de développement individuels. Ouli, vraiment, comment ça s'appelle? Ils sont individuels. C'est-à-dire que mais quelque chose dans l'absolu, le manager, tu glisses à son manager, c'est comme un contrat de coaching tripartite. Voici les points que tu dois développer pour faire carrière chez nous, ou pour faire carrière dans ce pôle, etc. Et ça passe, moi je trouve qu'on ne le fait pas assez au Maroc, la vérité. On fait du coaching de plus en plus, mais on ne fait pas assez de mentoring.
J'ai vu des boîtes internationales implantées dans notre pays qui faisaient beaucoup de mentoring avec des carrières managers, etc. Parce que les mentors, ils sont indispensables et complémentaires aux coachs. Les coachs, mais les mentors, ils ont une expertise métier. Et ils ont une expertise de la culture d'entreprise. Par cœur. Ils ont les codes de l'entreprise. Ils savent des personnes qui connaissent les personnes. Ils ont eu l'occasion avant le télétravail de savoir qui fait quoi et qui décide de quoi. Et qui décide quoi et quels sont les pièges à éviter. Ou Flan, il peut te faciliter la tâche sur ça. Et avoir un mentor dans ça, il y en a qui l'ont, même quand le programme n'est pas, j'allais te dire, n'est pas initié par l'entreprise. Si l'entreprise, en plus, il faut vraiment identifier le vivier de mentors junior, senior qu'on doit affecter les parce qu'ils ont besoin de guidelines, parce que tout le monde a le nez sur le guidon. Il y a de la charge, comme tu as dit, des fois ils sont sous-staffés, etc. Mais si on a des mentors, c'est magnifique. Et le mieux, c'est que ce soit des mentors qui ne sont pas dans la filière hiérarchique directe. Idéalement. Donc, et je rebondis, l'onboarding est très très important. C'est une phase qui est vraiment vitale pour le premier pas dans l'entreprise. Et ça nous ramène à l'expérience collaborateur. Sa première expérience, son premier pas dans l'entreprise est très important. C'est rencontrer, faire converger la perception qu'il avait de l'entreprise et ce qu'il va vivre effectivement. Et le mieux serait évidemment de l'accompagner pendant cette période d'onboarding et avoir un parrain ou un mentor en interne et qui l'accompagne et qui va lui donner les codes, comment vivre sa première expérience au sein de l'entreprise est primordial. Oui, effectivement, ça facilite énormément parfois l'intégration des uns et des autres, mais c'est vrai pour tout groupe humain. Mais je rajoute dans une équipe, c'est tout à fait similaire. Là, je rajoute que c'est gratuit. D'avoir des mentors, c'est-à-dire que quelque part, vous allez me dire, c'est un investissement de plus des managers, leaders envers des salariés, mais c'est gratifiant et gratuit. J'allais te dire, c'est gratifiant pour le mais bien sûr, d'être considéré comme un mentor. Oui, et puis effectivement, il y a l'autre aspect sur lequel je souhaitais également avoir votre retour, c'est les différentes politiques RH qu'on peut avoir dans l'entreprise. Est-ce qu'il y en est, par exemple, qui sont plus propices, entre guillemets, à retenir les talents dans une entreprise? Moi j'ai entendu certains grands groupes dans certains grands groupes, entre guillemets, qui privilégient à 50% la promotion interne, d'autres qui recrutent, entre guillemets, des personnes dans les hiérarchies de l'extérieur, et ce sont deux façons, entre guillemets, de procéder qui sont sensiblement différentes. Alors sur ces aspects-là de gestion des ressources humaines, est-ce que ça a un impact sur la fidélisation des talents ou c'est quelque chose, entre guillemets, qui dépend de la façon dont les choses sont mises en place par les entreprises? Oui. Évidemment, j'ai envie de dire oui, clairement que ça fait la différence. Et si on a une politique de gestion de capital humain, une gestion des carrières qui fait que aujourd'hui, moi, je rentre dans une entreprise où je sais que la promotion en interne est quelque chose qui fait partie de la politique en interne, et forcément, je vais me projeter. Je sais que ça va me donner de la visibilité, un souffle. C'est une entreprise qui promeut ses propres collaborateurs, qui ne va pas aller les recruter à l'extérieur. Forcément, j'ai envie de dire, c'est clairement une entreprise dans laquelle je vais pouvoir me projeter, où il va faire bon vivre, parce que je vais me dire, oui, c'est une entreprise qui va promouvoir ses collaborateurs et ses managers en interne. Oui, et c'est une décision des fois des ressources humaines. C'était effectivement une entreprise que tout le monde connaît dans les grandes surfaces, 50 000 salariés. La moitié de ceux qui sont promus, entre guillemets, en interne. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important, mais ça dépend des possibilités et des besoins, etc., bien entendu. Et si la politique RH est bâtie sur des éléments objectifs, bien entendu, le meilleur choix possible est de faire de la promotion interne, parce que d'abord, c'est très motivant, c'est quelque chose qu'on vend même dans les entretiens de recrutement, parce que les jeunes aujourd'hui posent beaucoup de questions dans les entretiens de recrutement. Alors, comment ça se passe? Quelle est votre politique de gestion de carrière? Comment on fait les promotions, etc., etc. Mais évidemment, il faut parler en toute transparence, mais il faut dire des choses qui seront appliquées.
parce que le grand risque, c'est ce que vous dites, le décalage. Voilà, on est merveilleux, etc. Et juste après, il constate que c'est pas le style de management qui lui convient, que la promotion est donnée à quelqu'un d'autre, qu'on recrute à chaque fois qu'il y a un besoin, on recrute de l'extérieur, et donc ça veut dire que les portes sont fermées pour les gens. Ça, c'est très démotivant. Donc, le plus important, c'est de construire cette politique RH sur des bases objectives qu'on peut expliquer. Parce qu'on peut très bien expliquer aux gens que le profil, on ne l'a pas en interne. Et quand on a des outils qui nous permettent d'élaborer des plans de succession, on peut trouver des vides dans le plan de succession et dire, bon, pour ce poste, on va recruter de l'extérieur. Le successeur sera externe. C'est aussi quelque chose qui se fait dans les entreprises. On construit sur la base de tout le processus de talent management, etc. Et après, on dit, voilà les candidats qui peuvent être potentiels pour tel poste ou tel poste. On remplit les différentes cases. Mais on a souvent des cases vides. Et on dit que le successeur sera externe. Donc, il faut que ça soit connu, transparent, etc. C'est le plus important pour les gens. Je rejoins parfaitement ce que disait Khalid. C'est une clarté stratégique. C'est clair qu'il faut donner de la lisibilité. Il faut être clair dans ses politiques, dans ses choix. Effectivement, on va expliquer quand on va faire le choix d'aller chercher une compétence particulière à l'extérieur. Le tout est de l'argumenter et de le clarifier. Ouais, il faut que ça s'argumente tout seul. On ne va pas dire aux gens, demander l'avis des gens, voilà, etc. Mais il faut que ça soit des choses qui sont comprises en interne. C'est ça, il faut être clair. Ok, d'accord, pour ce poste, c'est un nouveau poste, c'est une nouvelle... C'est une technicité particulière. Etc. Et que tout le monde comprenne, parce qu'il ne faut pas non plus... Souvent, effectivement, le premier pas de la déception, c'est parfois le ressentiment, l'incompréhension par rapport à des décisions qu'on peut estimer comme étant incomprises ou injustes. Inéquitable, parce qu'on ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Absolument. D'autant que le besoin de certaines reconnaissances, il est XXL. Non, j'adore. C'est aucun lien. Non, j'allais dire, on ne choisit pas des métiers par hasard. Il y a Absolument. Private joke. Le tien, donc, normalement, doit être très fort, puisque tu as besoin d'être dans un métier aussi de médiatisation. Si la question est au singulier, qu'est-ce que je recherche dans un métier, moi, effectivement. Qu'est-ce que tu recherches, effectivement? C'est des bons moments. Tu vois, la notion de plaisir. Oui, toujours. Partage. Mais est-ce que la notion de reconnaissance quand on fait des métiers médiatisés n'est pas importante? Oui, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais il y a quand même le très souvent. Non, pas du tout. Le très souvent, c'est-à-dire si on observe la situation, oui, il y a des métiers effectivement où certains cherchent les regards. Bon, il y a des métiers aussi Et ça parle d'ambition. Moi, ça me parle cette question d'ambition. Tu sais pourquoi? Parce que dans les plans de développement interne, il faut calibrer l'ambition des gens. Parce que, effectivement, si on parle de la fidélisation des talents, s'ils restent, c'est qu'ils ne veulent pas rester au même poste. S'ils restent, c'est qu'ils veulent être promus, s'ils veulent plus de responsabilités, plus de salaire, plus d'équipe, plus de périmètre, plus de régions à gérer, différentes choses, etc. Plus de quelque chose. Et il y a la notion d'ambition parfois même pour leur poste, ils veulent un traitement différent aussi. Ils ne restent pas parce qu'ils ne sont pas bien traités ou ce n'est pas le style de management qui leur convient, etc. Et moi, je trouve qu'on ne fait pas assez de formation sur la gestion de l'ambition des gens. Pourtant, elle est majeure. Parce que si on comprend l'ambition des gens, on sait comment les faire rester. Et puis, peut-être qu'on sait comment faire partir des gens dont on n'a pas besoin. Mais ce sujet-là est très important, et quand j'entends les réponses aussi qu'apportent Khalid et Loubna, et les questions que tu poses, c'est que c'est une approche systémique. Une Knesh Ngoulou, c'est 1 + 1 = 2. C'est que c'est vraiment une approche systémique. On doit regarder l'onboarding, on doit regarder la promotion en interne, hate, pour ne pas décourager les gens et leur donner des perspectives. On doit ramener du sang neuf. En même temps, on doit ramener du sang neuf de l'extérieur pour leur dire, les gars, si vous travaillez pas bien, ou là, vous développez pas une compétence différenciante, alors vous n'allez pas rester avec nous. Donc, en même temps, un peu de compétition, mais pas trop de compétition, dans une forme de bien-être et de well-being. Et franchement, il faut se réinventer. Avec le Qadia de l'entretien annuel, moi, j'ai toujours été contre de l'entretien annuel. Pardonnez-moi, mais parce que on attend 1 an. A-t-il les gens comment ils sont frustrés? Mais il aurait pu me dire ces choses-là avant. On attend l'entretien annuel pour dire que j'ai manqué de ça. En traître, quelquefois. Quelque part, ils se disent, mais attendez pas.
Aujourd'hui, c'est la notion du continuous feedback. Continuous feedback, c'est au moins tous les 3 mois, on fait des check-in. Moi, j'adore la notion de check-in. Il y a le review aussi, des gens qui font une évaluation formelle aussi au bout de 6 mois. Je sais que tous les 6 mois, dans beaucoup de boîtes, ça devient la norme, tous les 6 mois. Mais même tous les 6 mois, je trouve que c'est lent. Encore plus, on en parlait tout à l'heure, pour les nouvelles générations. Pour les nouvelles générations qui ont besoin de feedback. Mais dans certaines entreprises, et d'action. Oui, c'est vrai que c'est différentes approches. Dans certaines entreprises, on va considérer que les personnes sont payées, si elles sont responsables de leur carrière, et si effectivement elles trouvent mieux, elles n'ont qu'à partir. Donc c'est vrai que ça dépend énormément de la mentalité qu'on a dans l'entreprise. Et effectivement, ce qu'on observe également, c'est que la situation même objective des salariés au Maroc, lorsque ce sont des premiers recrutements, il y a un décalage. Les personnes doivent faire leurs preuves, donc ce sont des rémunérations qui sont très faibles, ce qui aussi explique peut-être une partie du fait que les jeunes générations cherchent plus facilement si l'herbe est un peu mieux ou un peu plus verte ailleurs, et tandis qu'une personne qui est bien installée, qui a peut-être 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, les salaires auxquels elle peut prétendre, entre guillemets, elle a déjà un niveau de rémunération suffisamment important, ce qui n'est pas nécessairement le cas des personnes qui intègrent les entreprises. Oui, alors là vous abordez un sujet extrêmement important de la politique de rémunération en fait. Je pense que le sentiment ou la perception d'inéquité vient du fait que les gens, quand ils ont un salaire, ils vont constater qu'ils ne sont pas traités équitablement comme d'autres. Le fait qu'il ait un salaire moins important au début, ça peut être vrai, mais il faut que ça soit justifié. Parce que, il y a des entreprises encore qui ont les barèmes, tu commences par ça, etc. Après, tu évolues, mais ça c'est fini. Je pense que ça fait très longtemps dans les grandes entreprises. Il y a une politique de rémunération qui va veiller à ce qu'il y ait de l'équité interne, mais aussi de l'équité externe. Parce que je suis obligé d'aller voir ce qui se passe sur le marché pour des gens qui sont équivalents. Encore faut-il avoir un système de classification qui me permet de comparer à un niveau égal, à expérience égale, à diplôme égal, etc. Voilà. Donc quand on a je passe ces détails, on sort à l'extérieur pour voir un petit peu ce qui se passe. On a plusieurs entreprises qui participent. On choisit un panel significatif, c'est-à-dire les gens qui peuvent être les plus concurrents pour nous, qui peuvent nous piquer des gens, et aussi des gens chez qui on peut piquer d'autres personnes, etc. Bref, on cherche cette équité externe, mais on cherche aussi l'équité interne. Et quand le jeune a une connaissance de ce dispositif qui existe et sait qu'il est traité de manière équitable, que son augmentation va dépendre de sa performance, qu'il y a un système de rémunération et un comité de rémunération qui veille à analyser et à veiller, qui garant un petit peu de cette équité, on va dire, le problème est réglé. La difficulté vient quand on lui dit, voilà, c'est le maximum qu'on peut te donner aujourd'hui, et que demain il va trouver quelqu'un qui à poste égal, à expérience égale, lui proposer, touche 40 fois plus. 40 fois plus. En tout cas, ce qui est des DRH, il y a de grands écarts. Moi, j'ai cru comprendre que certains percevaient 60 000 dirhams, d'autres 180 000 dirhams. Donc, c'est des métiers où il y a une volatilité extrême. De DRH. Ah oui. Donc, non, c'est oh là là, on va créer des jalousies. Oh là là, sujet glissant. Il est où le 180 000? On est là, on le cherche. Non, il n'y a pas de souci. Le DRH n'est pas exclu. Le DRH n'est pas exclu du ça système. Existe 180 000 dirhams, DRH. Ça existe, sérieux. Oh my God. J'aurais dû. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Il est possible de se reconvertir. Toujours. Il n'y a pas de limite psychologique. Je suis là. Tout, c'est qu'il faut que ça soit transparent et expliqué. Et le DRH, comme n'importe quel salarié, il fait partie de toute la population qui est traitée sur la base d'une politique de rémunération. Donc, il faut aller voir en externe ses équivalents, il faut voir à l'interne l'équité, etc., etc. Donc, en principe, une entreprise qui se respecte, tous les postes sont traités de la même façon. Il y a un comité de rémunération des exécutifs qui peut traiter le DRH quand il fait partie du comité de direction de l'exécutif, etc., comme le DG, comme Reda, et ils sont traités sur les mêmes bases, de toute façon. On fait... je voyais que vous souhaitiez réagir. Non, tout ça, on est aligné, politique de rémunération, benchmark salarial interne, benchmark salarial externe, de toutes les manières, parce que on est obligé, on ne peut pas adopter la politique de l'autruche. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Avant, il n'y avait que les DRH, les experts comptables qui étaient au courant. Depuis la CNSS qui s'est passée, effectivement, c'est sensiblement différent. Disons, la CNSS est un
c'est un événement qui est en dehors de la volonté de tout un chacun. Mais certains ont fait des tableaux. Je pense que c'est un événement. L'avenir, il est ailleurs. Ailleurs, il y a plusieurs entreprises, si on prêtait le mot de boîtes, qui affichent aujourd'hui les salaires d'entrée, etc. C'est de plus en plus vulgarisé et moins la question du tabou de qu'est-ce que je touche et l'autre. Parce que, pourquoi je pense que ça a été quand même pas mal bousculé par cette nouvelle génération. Au Breu, ce n'est absolument pas un sujet tabou. On s'échange l'information. Tu as été recruté à tel niveau de salaire, tu as tel niveau de bonus, quel avantage j'ai, et parce qu'ils ont besoin, et c'est là où on revient à la transparence totale entre eux et à l'affût de l'information. Ils sont très curieux, ils ont besoin de savoir et de comprendre comment ça se passe dans son environnement et dans ce qui se passe. C'est totalement en phase avec l'ère des likes. L'immédiateté. Je poste, j'ai besoin d'être vu, de commentaires, d'être liké, mais c'est l'immédiateté. C'est pour ça qu'on est dans une transparence radicale. On est dans la radicalité de la transparence. Et c'est pour ça qu'au-delà des enjeux, si on n'a pas compris ça, alors on passera à côté vraiment de plusieurs convois, parce que il y a besoin de radicalité de la transparence, mais il y a aussi besoin de comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile pour toi, de quelle aide tu as besoin. On a besoin de proximité parce que on sort du Covid, on sort de liens qui ont été largement perturbés dans la société. On a déjà des gens qui étaient à la base introvertis mais qui se sont renforcés dans leur introversion, malheureusement dû à l'éloignement. Et donc du coup aujourd'hui, si on ne crée pas la proximité, je sais pas, on aura des silos. Une multiplication de silos. C'est vrai, effectivement, pour certains, c'est quelque chose qui rend plus agréable ou qui leur donne l'envie de travailler. Ce sont des liens humains. Il est 11h29, on sera à l'affût de l'information, mais celle qui nous sera délivrée par Karim Bruno dans quelques instants va se retrouver dans quelques minutes après le flash d'information, la courte respiration musicale pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Et nous parlons ce matin de la fidélisation des talents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un talent et comment on l'identifie? Il y a des grilles salariales et on parlait du nerf de la guerre, que sont les rémunérations. Il y avait un peu plus de transparence aujourd'hui qu'auparavant, mais pour autant, il faut établir une politique. Et effectivement, si on peut se renseigner auprès de ses collègues, et c'est quelque chose de coutumier, entre guillemets, il y a pour autant, quand on est en charge des directions des ressources humaines, des enquêtes qui sont établies en fonction des postes, et ça, c'est un comparatif et c'est une veille que l'on fait, mais pour autant, dans certains postes, c'est plus délicat. Il n'y a pas nécessairement la transparence qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres pays. Et effectivement, c'est un aspect quand même très important qui fait que on a envie de quitter ou on a envie de rester. Les conditions matérielles dans lesquelles on va évoluer. Et de ce point de vue, il y a parfois des différentiels qui sont très très importants malgré les comparatifs qu'on peut établir et les listes effectivement qui sont faites. Moi, je prenais l'exemple des directeurs de ressources humaines. Il y a beaucoup d'exemples où il y a des disparités qui sont parfois XXL. En fait, d'abord on passe par la politique de rémunération en interne et donc la construction il faut avoir une grille salariale en interne qui est quand même basée sur des paramètres et des critères clairement définis. Hein. Donc on va pas. Il y a d'abord donc là trois. Je vais les résumer en trois. La famille d'emploi, donc dans quel emploi je positionne. Ensuite l'expérience que je vais devoir valoriser et le parcours académique. Donc généralement on est autour de ça pour la grille salariale en interne. Maintenant on parlait du benchmark salarial externe qui est très important mais qui n'est pas toujours facile parce que soit on le construit sur la base de déclaratifs, donc on va établir une veille et on va au fur et à mesure quand l'enquête est possible. Ce n'est pas toujours le cas et on le sait bien. Et en l'occurrence, chez
chez nous au Maroc, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été facile, en tout cas, d'avoir un benchmark salarial externe. C'est pas toujours facile. Mais il faut avoir clairement des repères qui sont là. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce qu'on disait pendant la pause, c'est par rapport à la nouvelle génération qui, elle, donc les nouvelles recrues, ceux qui vont arriver dans l'entreprise, ils ont cette information. Ils détiennent l'information de ceux qui sont en face d'eux. Et moi, j'ai envie de dire, c'est là où il y a un risque, c'est là où on voit d'ailleurs un turnover important. Pour cause de départ salarial. Oui, parce que l'intérêt est peut-être plus grand que souvent celui qui va travailler pour la première fois, entre guillemets, le salaire qu'il va percevoir. Bon, on attend qu'il fasse ses preuves, parce que les diplômes sont des diplômes, mais on attend souvent l'expérience d'un premier travail, que la personne soit rodée, qu'on puisse avoir des garanties en tant qu'entreprise, outre le diplôme. Effectivement, le gain, entre guillemets, pour celui qui va quitter son premier travail pour aller chercher ailleurs, il est peut-être sensiblement important. Et ce qui change effectivement la donne, peut-être par rapport à ce qui pouvait se passer précédemment. Au début, quand on est, si vous permettez, on est junior et on a la première fois on met le pas dans l'entreprise, on ne va pas s'en cacher, il ne faut pas se leurrer, c'est le principe de la rémunération. Donc, combien je vais gagner par mois en net, et quels sont, à la limite, en deuxième lieu, quels sont les avantages que m'offrirait. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir combien je coûte. Si en face, je vais avoir une entreprise qui, même au bout de 6 mois, et lui, même s'il a fait son onboarding, c'est très bien passé, etc. Oui. Et si en face, j'ai une entreprise qui m'offre plus ou moins le même métier, mais qui va me donner plus 30%. Le choix est vite fait. Oui. Le choix est vite fait. Moi, je veux bien le faire retenir parce qu'il n'a pas eu le temps de s'acclimater ni d'avoir cette notion de s'habituer à l'entreprise dans laquelle ce que ça faisait moins d'1 an qu'il est là. Forcément, il n'y a pas encore eu le temps de vraiment s'habituer à là où il est. Donc, il est plus facile pour lui d'aller ailleurs. Bien entendu. Khalid, moi, juste pour cette question de benchmark, je nuance un petit peu parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine expérience des différentes enquêtes qu'il y a, une certaine ancienneté aussi. Et quand on travaille avec un cabinet spécialisé qui fait ça et qui regarde le marché, etc., certes, c'est du déclaratif, mais qui se confirme d'année en année. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fiable. La grande difficulté qu'on a, c'est au niveau des exécutifs. Et là, je vous rejoins. Effectivement, les entreprises ne déclarent pas, ne participent même pas, enfin, ils refusent de participer dans la partie des exécutifs, le DG, le directeur, machin, etc. Ça, il y a d'autres cabinets externes qui font quelques études, mais c'est la difficulté qu'on a au Maroc. Donc, on va avoir des tendances. Par contre, voilà, exactement. Par contre, pour les autres, l'enquête a pris suffisamment d'expérience et ça commence à être beaucoup plus fiable. Et puis, on ne prend pas comme ça les éléments qui sortent de l'enquête parce qu'il y a un travail de calibration à faire avec le cabinet déjà pour voir est-ce qu'il y a une cohérence entre les différentes classifications qu'on a. Est-ce que le poste de chef de machin, etc. Oui. Alors c'est un cabinet externe qui intervient pour savoir effectivement comparer les salaires qui sont pratiqués dans une entreprise par rapport au secteur dans lequel il évolue. Non, je parle des cabinets locaux. Les cabinets locaux qui sont adossés à des cabinets externes qui ont une connaissance du marché local, qui font les enquêtes chaque année, etc., etc. Les cabinets externes sont sollicités parfois pour les exécutifs pour voir un petit peu un comparatif parce que qui dit un manager numéro 1 d'une multinationale, il faut le comparer à un manager de la même multinationale à l'étranger, bien sûr, en faisant des calibrations de coût de la vie, etc. Il y a tout un travail technique qui se fait, mais pour avoir des comparaisons fiables, comparables. Par contre, en interne, les cabinets qui le font aujourd'hui, avec lesquels on travaille depuis des années, ça commence à être véritablement fiable et c'est un élément qui est important pour le prendre comme base un petit peu pour la calibration. Oui. L'autre élément que vous avez cité, c'était pour les jeunes. Quelqu'un qui vient, ça on a ce problème, quelqu'un qui vient vous dire ok, je veux bien vous comprendre, vous avez une politique, vous avez des grilles, etc. Mais moi, mon copain, qui a fait la même formation, la même école, etc., qui est dans une autre entreprise, qui touche 20% plus que moi. On dit, oui, peut-être.
mais ça veut dire que l'entreprise où il n'a pas de politique de rémunération. Et c'est ça un petit peu la concurrence déloyale, entre guillemets, qu'on a avec certaines entreprises qui peuvent attribuer des salaires en dehors de toute analyse, etc., et qui posent problème de concurrence par rapport à une entreprise qui est structurée et qui a ses règles, etc. C'est généralement, je rejoins parfaitement, c'est généralement ces entreprises-là qui n'ont que le salaire fixe Donc après, il faut qu'on explique qu'il n'y a pas que le salaire, qu'on a les autres avantages, la perspective de carrière, tous les éléments, etc. Et la formation. Oui, et effectivement, les entreprises essaient d'avoir les arguments qu'elles peuvent pour produire. Et parfois, ce qu'elles peuvent, c'est effectivement c'est d'offrir une rémunération. Alors sur cet aspect-là, quand on est au contact des équipes, il y a l'état d'esprit, mais parfois, effectivement, le ressentiment peut prendre pied sur ces éléments objectifs de comparaison qui existent dans la discussion. Mais bien sûr, moi j'ai fait énormément de... En fait, les formations, là, les cercles d'écoute et même les entretiens de départ, des fois quand ils sont bien faits, nous donnent la mesure des dysfonctionnements. Tu sais, même dans des formations, des coachings d'équipe qu'on fait, on fait des choses extrêmement positives pour le bien-être, pour la performance, mais en même temps, c'est un vivier, c'est un laboratoire de remontée d'informations. Parce que les gens en off ou là en on, ils nous disent des choses qui leur plaisent, mais aussi des choses qui leur déplaisent. Ils disent ici, l'équipe, elle sera nettement plus performante, motivée, etc. Donc des fois, selon les personnes, tu sais, Badr, il y a des gens qui valorisent le fait qu'ils aient un abonnement à la salle de sport. Au-delà du salaire, ils te disent, moi, ma boîte, elle a des super conventions avec les salles de sport, des super conventions avec des crèches. On a des... S'ils sont parents, c'est toutes les conventions, les partenariats avec les écoles, avec les banques, avec le secteur automobile pour avoir... Donc ça renforce en fait quel sentiment? C'est qu'avec l'entreprise, tu vois, en tant que Marocain, on a vraiment, on met le salaire, mais des avantages sociaux complets. Je parle pas de tout ce qui est mutuelle santé, etc. Parce que mais c'est important. C'est important surtout s'il a travaillé dans une entreprise ou là une start-up avant qui n'en avait pas. Les maindouches a les caisses de retraite complémentaires, les maindouches les avantages transport, les maindouches les chèques repas. Donc quand il débarque dans une entreprise qu'il a, du coup il se dit c'est extraordinaire, waouh. Et c'est en plus elle me donne. Donc c'est vraiment intéressant d'écouter pour revenir. L'écoute et l'adaptabilité. Il faut écouter les gens, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est la régie qui nous demande d'être à son écoute depuis tout à l'heure. On a un peu décalé la respiration musicale. On va en profiter très rapidement. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et fin de notre émission des experts. Avec Badr Saoudi. Donc on aura tout juste le temps de faire un tour de table. On a parlé d'un certain nombre d'éléments effectivement pendant la respiration musicale. Il y a beaucoup d'éléments effectivement qui vont infuser sur l'ambiance générale au travail. Il y a aussi le profil et parfois la nature des personnes qui sont recrutées. Sur le chapitre de la rémunération, je crois qu'il y avait des réactions que vous vouliez faire entendre. Oui, par rapport aux attentes. Oui. Effectivement, les attentes des uns et des autres qui sont différents. Je crois que c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, quand on construit une politique de rémunération, il faut absolument qu'il y ait un aspect personnalisation, entre guillemets. Il y a tout customize, donc les différentes actions qu'on veut faire. Parce que quand on questionne les gens, quand on fait une enquête, on a les résultats par catégorie, par démographique, les anciens, les nouveaux, etc. Les industriels, mais les commerciaux, c'est un débat assez dans une entreprise industrielle, etc. Donc les attentes diffèrent, surtout les attentes des différences générationnelles. Et donc la politique de politique RH, globalement, doit être bâtie sur ces résultats. C'est-à-dire vous n'allez pas proposer, par exemple, quelqu'un qui a 30 ans, une retraite complémentaire ne l'intéresse pas aujourd'hui. Par contre, donc ça veut dire qu'une action peut être personnalisée par rapport aux gens qui ont 55 ans, etc. On va faire ça, etc. par priorité. Il y a du général, certes, une politique qui doit être claire et communiquée, et il y a des actions personnalisées qui sont importantes et qui doivent être intégrées dans le People Agenda. Oui, et dans certaines entreprises, effectivement, les formations, il y a des formations entre guillemets de prestige qui sont programmées un certain nombre d'années, de sorte à permettre aux uns et aux autres peut-être d'être fidélisés dans l'entreprise. Ça, effectivement, c'est également quelque chose d'observable. Ça te fait sourire. tu me surveilles. Donc ça attire l'attention. Oui. Et oui, il faut bien sûr. Moi, je suis totalement
totalement d'accord avec Khalid quand il dit customisation. Customisation, mais bien évidemment écouter les gens à travers des focus group, des one-to-one. On a dit les canaux de communication doivent être divers et variés. Même des podcasts en entreprise. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas assez de podcasts internes en entreprise. Mais oui, mais des super podcasts pour inspirer les gens, pour créer du lien, etc. Donc, pour revenir à la notion d'IEL, le prestige, oui, attention. C'est vrai qu'il y a des gens, Michi Koulchi, il fait attention au statut, des fois, c'est juste les formateurs de qualité. Parce qu'il y a des gens qui vendent effectivement un nom, certes. Moi, je suis d'accord. Mais qui vous forme au final? Wesh, c'est les hommes et les femmes qui vous inspirent. Vous avez envie de leur ressembler. Wesh, ils comprennent notre culture ou pas en tant que Marocains. Wesh, ils ont passé des expériences similaires ou pas. Wesh, ils ont managé ou là, c'est des grands théoriciens et écrivains. Certes, moi, j'ai rien contre les théoriciens et les écrivains, mais ils n'ont pas l'expérience terrain. Donc, qui vous forme? Au-delà de la formation de marque, entre guillemets, c'est quelle opérationnalisation vous allez faire de ce qui vous a inspiré ou pas. Parce que certes, il faut être inspiré, moi je suis d'accord. Mais moi, c'est quelqu'un qui a passé 20 ans en boîte, ou là 15 ans en boîte, ou là qui a réussi un truc, ou là qui a fait le plus gros échec de la boîte, après il a rebondi, ou là. C'est des vrais sujets. On en discutait en off. C'est Ouled Nas et Benet Nas qui nous inspire au-delà de toute chose. Parce que... Donc après la marque ou le nom, oui, on peut le chercher à un moment donné de sa vie, mais c'est comme les talents. Alors on peut être talent à un moment donné de sa vie, mais il faut rester, j'allais dire, il faut la flamme vivace dans l'existence. Oui, parce que ce qui est important à 30 ans n'est pas forcément important à 40 ou à 50. Pas également. Avant les enfants, c'est pas tout à fait après. Alors, j'adore, merci. L'Arabie nous disait qu'on pouvait, hors antenne, on peut pas faire semblant d'être un Ouled Nas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose parfois de très important dans le profil des personnes avec lesquelles on souhaite travailler. Absolument. C'est une notion qui est très importante. C'est dans la manière de communiquer, la manière de vivre au quotidien. Quand on est Ouled Nas, on l'est ça se traduit en comportement au quotidien. C'est pas quelque chose c'est pas une posture qu'on va adopter. C'est un comportement qui va se traduire jour après jour et qui va définir cette notion de Ouled Nas et qui est très importante dans certaines entreprises. Oui. Je vois que... Oui, 57, c'est vrai que là, oui. Et ça me ramène au mot de la fin, c'est l'engagement se gagne au quotidien. On ne fidélise pas par un discours, c'est clair. Quelqu'un. On le fidélise par impact. Oui, peut-être par un certain nombre d'attitudes observables. Moi, j'ai entendu des personnes faire des discours enflammés sur le droit des femmes et dans leur comportement au quotidien. Parce que effectivement, là, le clam, je me méfie des gens qui ont des très belles paroles, mais quand tu les regardes, quand tu les observes de 8h à midi ou là de 14h à 18h, c'est pas la même chose. C'est bien d'avoir des belles paroles. Il y a aussi du concret. Les intentions, effectivement, ne sont que ce qu'elles sont. Alors, ça va être notre mot de conclusion, 11h57. L'heure est aux actualités. Elles seront présentées dans quelques instants. Je vous remercie tous trois pour votre présence avec nous à l'antenne. On se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. La suite sera animée par Ahmed Eloua, qui présente effectivement la tranche suivante, Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.